L'être humain a un désir instinctif de vie privée qui existe depuis toujours. Si je vous disais que nos maisons n'ont pas toujours eu des murs pour diviser les pièces et donner un peu d'intimité aux occupants. La pratique de placer une lettre dans une enveloppe avant de la mettre à la poste est apparue il y a quelques centaines d'années. On retrace dans nos archives des poursuites devant les tribunaux pour avoir écouté aux portes, pour avoir ouvert des lettres personnelles. Bref, la vie privée n'a rien de nouveau. Alors, comment se fait-il qu'il y a tant de scandales liés à la vie privée rapportés dans nos médias au cours des dernières années? Peut-on protéger la vie privée avec des lois? C'est une tâche extrêmement complexe et c'est une tâche difficile parce que ce qu'on tente de protéger, la vie privée, change constamment et très rapidement. Donc, c'est comme aller à la chasse et tenter d'attraper la vie privée, tenter d'attraper un animal qui court trop vite, qui soudainement se met à voler. C'est comme viser une cible qui est toujours en mouvement. Notre besoin de vie privée s'est amplifié au cours des 150 dernières années. Avec la révolution industrielle moderne, il est devenu plus difficile d'échapper au regard indiscret de ses voisins. La publicité commerciale est devenue omniprésente dans nos vies. Et comme il fallait s'y attendre, avec l'arrivée des nouvelles technologies, notre besoin de vie privée s'est accentué. Pour arriver à protéger la vie privée avec des lois, il faut bien arriver à définir ce qu'on tente de protéger. On a défini la vie privée 3 fois au cours des 150 dernières années. Donc, la première fois, c'était vers la fin du 19e siècle. Et à cette époque-là, c'était la photographie instantanée qui inquiétait. C'était nouveau de pouvoir prendre des photos. Alors, il y a plusieurs célébrités qui s'inquiétaient de se faire prendre en photo dans un contexte intime, peut-être dans leur cour arrière, et puis de se retrouver en première page de la presse populaire. On a donc défini la vie privée à cette époque-là comme étant le droit de vivre en paix sans être dérangé. Puis, vers la fin des années 40, suite à la Deuxième Guerre mondiale, l'inquiétude était de s'assurer que les atrocités de la guerre ne se répètent pas. L'État qui utilise des renseignements personnels comme l'affiliation politique, la race, la religion, l'orientation sexuelle pour discriminer certains citoyens, voire éliminer des portions entières de sa population. On a donc défini la vie privée à cette époque-là comme étant le droit d'être protégé contre des ingérences dans sa vie familiale, son domicile, sa correspondance. Puis, vers la fin des années 60, début des années 70, avec l'arrivée de l'ordinateur, l'inquiétude était qu'il serait beaucoup plus facile d'échanger des renseignements par l'entremise de bases de données automatisées. Donc, l'inquiétude, c'était que des renseignements personnels allaient être échangés, puis utilisés pour prendre certaines décisions. Exemple, j'arrive à la banque, je tente d'obtenir un prêt, on me refuse le prêt. Je demande pourquoi, on me dit « Ah, je me base sur certains renseignements que j'ai obtenus à votre sujet. » Et là arrivent les questions. Quels renseignements? Êtes-vous certain que ce sont mes renseignements personnels? Qui vous les a transmis? Êtes-vous certain que ce sont des renseignements qui sont à jour? On a donc défini à cette époque-là la vie privée comme étant le droit d'un individu de garder le contrôle sur ses renseignements personnels. Et c'était là la dernière fois qu'on a défini la vie privée. Donc, malgré toutes les avancées technologiques des 50 dernières années, on se retrouve avec des lois qui sont basées sur une définition de la vie privée établie au début des années 70. Est-ce que c'est réaliste de s'attendre à ce que chaque citoyen, chaque consommateur soit en mesure de garder le contrôle sur ses renseignements personnels? Ça impliquerait quoi? Ça impliquerait qu'ils lisent la politique de confidentialité de chaque entreprise avant d'interagir avec elle et qu'ils la comprennent. Ces politiques-là sont de plus en plus longues, de plus en plus complexes. Donc, peut-être que le temps est venu de revoir nos lois, revoir notre définition de vie privée pour s'assurer que nos lois restent efficaces. Lorsqu'on pense à la vie privée, il y a toujours un aspect instinctif qui est présent. On sait ce qui est acceptable ou non. Quand je rentre dans un ascenseur, je n'irai pas me coller aux autres individus. Je me mets debout face à la porte. Je ne veux pas avoir le visage collé contre celui d'une autre personne. Il n'y a pas de loi qui me dicte
comment agir dans un ascenseur, c'est intuitif. On ne peut pas protéger la vie privée avec des lois sans tenir compte de la règle de conduite de la société. En comment est-ce que nous tous agissons dans certaines situations. La règle de conduite de la société, on l'appelle la norme sociale. De nos jours, n'importe qui peut ruiner la vie et la réputation d'une autre personne avec un simple clic. Donc, il y a un fléau au cours des dernières années qu'on appelle la pornographie vengeresse. Donc, c'est une pratique qui consiste à partager des vidéos ou des photos de nature intime sans le consentement de l'individu. La première loi qui est apparue aux États-Unis pour adresser ce fléau-là visait la situation où la photo ou la vidéo intime de l'individu était prise sans son consentement ou à son insu. Et là, on a rapidement réalisé que dans la grande majorité des cas, c'est la victime qui elle-même se prend en photo et la partage. Donc, l'infraction, telle qu'on l'avait rédigée, ne s'appliquait presque jamais. Il aurait fallu tenir compte de la norme sociale, de la règle de conduite des victimes pour s'assurer de bien attraper la situation qu'on souhaite protéger. La norme sociale est en constante évolution et prend un certain temps pour être bien établie. À titre d'exemple, lorsque je vais au gym, j'entre dans les vestiaires, je sais que c'est inapproprié de sortir mon téléphone cellulaire là où des gens se changent. Mais ce n'était peut-être pas le cas il y a 15 ans, il y a 20 ans, à une époque où nos téléphones cellulaires n'avaient pas de caméra. Hein? Donc, vous remarquerez même, certains gyms mettent des affiches dans les vestiaires, téléphone cellulaire interdit. Hein? La norme sociale est en train de s'ajuster tranquillement à la situation. On n'aura peut-être pas besoin de loi pour adresser ces situations-là. La norme sociale va évoluer, se mettre en place. Le défi de nos jours, c'est qu'il y a des avancées technologiques, des nouvelles technologies, des pratiques d'affaires qui arrivent extrêmement rapidement sur le marché. Donc, dans bien des cas, ces technologies arrivent là et la norme sociale n'est pas en place ou elle n'est pas bien établie. Un autre point qui est très intéressant, c'est que cette norme sociale-là est en constante évolution. Donc, il peut même arriver que nous, à titre de société, on change d'idée par rapport à certaines technologies. Lorsque l'afficheur téléphonique est apparu vers la fin des années 80, plusieurs trouvaient que le fait d'afficher le nom et le numéro de téléphone de la personne qui appelait portait atteinte à sa vie privée, à un point tel que certains États américains l'avaient interdit. Aujourd'hui, comme plusieurs, lorsque je reçois un appel, si je ne connais pas ni le nom ni le numéro de téléphone qui m'appelle, dans bien des cas, je refuse de répondre. Donc, c'est comme si une technologie qui, à une certaine époque, était considérée comme portant atteinte à la vie privée de la personne qui appelle, est maintenant considérée comme une technologie qui protège la vie privée de la personne qui reçoit l'appel. Un dernier point, c'est que non seulement c'est difficile de protéger la vie privée avec des lois, en plus de ça, lorsqu'on rédige nos lois, il faut tenir compte de d'autres droits et intérêts qui pourraient s'appliquer. Donc, si je reprends l'analogie de la chasse, on cible la vie privée, on veut attraper la vie privée, mais il y a beaucoup de cibles autour qu'on ne veut pas attraper. Ces cibles-là, c'est quoi? D'autres droits, d'autres intérêts. Quelques exemples. Un gouvernement a nécessairement besoin de collecter des renseignements personnels de ses citoyens, dans certains cas de les partager, pour bien gouverner. On l'a vu avec la COVID récemment. Un gouvernement a tout intérêt, lorsqu'un citoyen teste positif, de savoir qui cette personne-là a côtoyé durant sa période de contagiosité pour limiter la propagation du virus. Donc, à trop protéger la vie privée, le gouvernement se retrouverait à ne pas protéger la santé publique. Au cours des dernières années, il y a en Europe un nouveau droit qu'on appelle le droit à l'oubli. Donc, c'est un droit qui me permettrait, à titre d'individu, de faire retirer certaines publications publiées sur l'Internet qui me critiquent ou qui me dérangent. Donc, soit faire retirer l'accès ou rendre l'accès plus difficile. Donc, c'est un droit qui protège ma vie privée. Mais si je l'exerce, je porte nécessairement atteinte à la liberté d'expression de l'auteur de l'article. Je censure son article. Et je vous empêche tous de consulter cet article-là. Donc, je porte atteinte à votre droit d'accéder à l'information. Si j'ai déjà été accusé de fraude,
et que j'ai l'intention de travailler en politique, vous avez tout intérêt à consulter cet article-là, surtout si c'est vrai. Finalement, les entreprises sont très actives dans le domaine de la recherche, du développement. D'ailleurs, on l'a vu, plusieurs d'entre elles ont sorti des vaccins contre la COVID. Si on les empêche de collecter et d'utiliser des renseignements personnels à des fins de recherche ou qu'on rend cet accès-là trop difficile, on pourrait se trouver à manquer des belles opportunités en matière d'innovation. Bref, tout ça pour dire que lorsqu'on prépare nos lois en matière de vie privée, il faut tenter d'arriver au parfait équilibre entre la protection de la vie privée d'un côté et puis tous les autres droits ou intérêts qui peuvent également être impactés par nos lois. Sécurité nationale, innovation, liberté d'expression, santé publique et autres. Donc, en résumé, si on arrive à trouver une bonne définition de la vie privée, si on tient compte de la norme sociale, et si on arrive à bien tenir compte d'autres droits et intérêts qui pourraient s'appliquer, est-ce qu'on pourrait arriver à avoir des belles lois en matière de vie privée qui soient efficaces? C'est une tâche complexe, ce n'est pas impossible, mais malheureusement, on n'arrivera jamais à faire plaisir à tout le monde. Premièrement, il y a des différences culturelles. Donc, en Europe, c'est une juridiction où la vie privée, c'est un droit fondamental, c'est un droit très précieux, on est très motivé à le protéger. En Chine, la situation est différente. Donc, au cours des dernières années, il y a certaines provinces qui ont mis en place un système de notation des citoyens. Donc, on regarde, est-ce que le citoyen a des antécédents criminels? Est-ce qu'ils ont déjà fait faillite? Comment ils agissent sur les médias sociaux? Et puis, on leur assigne une note. Et cette note-là peut être utilisée pour prendre des décisions à leur égard. Par exemple, ça pourrait être décider s'ils sont éligibles à certains avantages sociaux. Ce genre de système-là serait impensable au Canada et dans la plupart des pays démocratiques. Tout ça pour dire qu'arriver à un consensus mondial sera toujours extrêmement difficile, même si ce serait l'idéal, en compte tenu que de plus en plus d'échanges de nos renseignements personnels qui vont au-delà de nos frontières. Est-ce que la vie privée est importante? Absolument, et pour plusieurs raisons. La vie privée nous permet de rester nous-mêmes, de se développer. Elle nous permet de protéger notre réputation. Elle nous permet d'avoir des relations saines avec nos amis, avec notre famille. Bref, la vie privée nous offre une certaine liberté et même dans certains cas une protection physique ou même émotionnelle. Les lois en matière de vie privée sont importantes parce que c'est irréaliste de se fier à tout le monde qui pourrait gérer nos renseignements personnels, donc aux entreprises, au gouvernement, aux autres individus, pour toujours prendre les bonnes décisions et arriver à protéger notre vie privée tout en tenant compte des autres droits ou intérêts qui peuvent s'appliquer. Une chose est certaine, nos lois en matière de vie privée ne seront jamais parfaites. On s'est trompé dans le passé, on va se tromper dans l'avenir, donc on n'a pas fini d'entendre des scandales liés à la vie privée. Un point positif, la société aura son mot à dire, d'où l'importance pour nous tous d'avoir une vision claire des enjeux de vie privée. C'est nous qui allons devoir décider ce qui est acceptable ou non. On va devoir faire des choix en tenant compte des avantages que nous procurent certaines technologies et aussi des inconvénients si on considère que ces technologies sont trop intrusives. Et ces choix-là vont avoir une importance capitale tant sur notre quotidien que sur l'évolution de notre espèce. Merci.